Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Mathieu Fignaz et Thomas Beignère de la société Olvid. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Paul Amar. Et bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et Nicolas Rue. Bonjour. Alors Mathieu, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Alors bonjour, donc je m'appelle Mathieu Fignaz, j'ai fait une thèse en cryptographie au début des années 2000, cryptographie à base de code correcteur d'erreurs, voilà les précurseurs sur le post-quantique. Un peu d'enseignement chercheur pour un moment, puis j'ai rejoint Thomas chez Crypto Expert, et c'est là qu'est née l'idée d'Olvid. Voilà. Merci Thomas. Et moi, c'est Thomas Beignère. J'ai un profil très similaire à celui de Mathieu. J'ai aussi fait une thèse en cryptographie à l'EPFL, en Suisse. Et ensuite de quoi, j'ai rejoint Crypto Expert à Paris en 2010 et on a beaucoup travaillé avec Mathieu déjà à l'époque. On se connaissait déjà et on a fait pas mal de crypto ensemble et c'est là qu'est née l'idée d'Olvid, tout à fait. Alors, quelles sont les problématiques que vous adressez chez Olvid ? Alors Olvid, je pense que vos auditeurs le savent sans doute, mais très rapidement, c'est une messagerie instantanée sécurisée. Et on en parlait déjà avec vous il y a quelques années, en 2019, si mes souvenirs sont bons. Et déjà à l'époque, on nous disait, oui, mais des messageries instantanées sécurisées, il y en a déjà un certain nombre. Donc, qu'est-ce qui fait fondamentalement la différence ? Mais c'est qu'on a voulu apporter des choses qui n'existaient pas dans les messageries instantanées sécurisées de l'époque. Et encore aujourd'hui, je pense qu'on est quasiment les seuls à faire ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la sécurité de bout en bout. Alors, toutes les autres messageries vous expliquent souvent qu'elles font du chiffrement de bout en bout, c'est-à-dire qu'elles protègent la confidentialité de vos données entre les deux appareils des interlocuteurs. Nous, on fait ça, mais on va plus loin. On garantit aussi l'authenticité de bout en bout de toutes les données que vous allez échanger sur Olvid. Donc fondamentalement, ça veut dire que dans notre modèle de sécurité, on ne s'appuie jamais sur une tierce partie, un serveur par exemple, pour garantir la sécurité des échanges entre nos utilisateurs. On met à leur disposition des moyens cryptographiques qui sont souvent assez innovants et qui leur permettent en fait d'avoir la garantie qu'ils n'ont pas besoin de faire confiance par exemple à notre serveur de distribution de messages ou à quelque autre serveur que ce soit pour garantir et la confidentialité et l'authenticité des données qui s'échangent, quoi. Et quelle est la contrepartie de cela ? Alors en termes de contrepartie, l'expérience est un peu différente, surtout on va dire au tout début de l'utilisation. Quand on veut entrer en contact avec quelqu'un, ça ne se passe pas avec Olvid comme ça se passerait avec un WhatsApp, un Signal ou que sais-je. Donc pour commencer, Olvid n'a pas besoin de données personnelles pour fonctionner parce qu'on ne va pas s'en servir par la suite. Donc on ne vous demande pas votre numéro de téléphone ou votre adresse email. On vous demande juste un prénom et un nom vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez en fait pendant le processus d'onboarding de l'app et vous ne créez pas sur Olvid un compte sur un serveur. Vous créez une sorte de compte, mais ce compte va rester en local sur votre téléphone et on vous met dans l'app un certain nombre de moyens, 4 au total, qui vous permettent d'entrer en contact avec vos futurs interlocuteurs. Donc, par exemple, si vous voulez entrer en contact avec quelqu'un qui est en face de vous, eh ben, vous allez pouvoir lui présenter un code QR qui va pouvoir scanner, vous scannez le sien et le tour est joué. On pourra expliquer après, on pourra rentrer dans les détails de qu'est-ce qui se passe exactement, mais globalement, on arrive ensuite à dérouler un protocole cryptographique qui crée un canal sécurisé entre votre téléphone et celui de votre interlocuteur. Donc ça, c'est un des 4 moyens qu'on met à disposition et qui est pratique quand on est en face de la personne avec laquelle on veut entrer en contact. Mais on en a aussi d'autres. Typiquement, on en a un que vous pouvez exécuter dès lors que vous voulez entrer en contact à distance avec quelqu'un qui n'est pas en face de vous, typiquement. Et là, vous avez un moyen qui vous permet d'envoyer une invitation par un biais non sûr. Et ça aussi, on pourra y revenir. Votre interlocuteur reçoit cette invitation par SMS, par exemple, l'accepte, suite à quoi vous allez avoir un nouveau protocole cryptographique qui va s'exécuter entre votre téléphone et celui du destinataire, et à l'issue duquel vous allez avoir 4 chiffres sur votre écran et votre interlocuteur en verra 4 lui aussi. Et là, vous devrez vous les échanger de manière authentique. Donc ça, c'est typiquement, donc quand je dis authentique, ça veut dire en gros que ces chiffres ne sont pas secrets. Vous pouvez typiquement les communiquer par téléphone, même si la ligne est écoutée, c'est pas grave. Mais par contre, quand vous allez récupérer les 4 chiffres de votre interlocuteur, vous devez avoir la garantie, la certitude que c'est bien cette personne-là, la personne que vous avez en tête, qui vous les transmet.
et l'inverse est vrai aussi. Et une fois que vous avez rentré les 4 chiffres de votre interlocuteur dans l'interface d'Olvid, le tour est joué et ensuite ça se passe exactement comme ça se passerait si vous aviez fait un double scan de code QR et vous pouvez avoir ensuite des conversations avec cette personne-là au sein d'Olvid. Donc voilà, donc ça je donne très rapidement 2 des méthodes qui vous permettent d'entrer en contact sous Olvid. Il y en a encore 2 autres sur lesquelles on pourra revenir, mais l'idée fondamentale, c'est qu'il n'y a pas, comme dans WhatsApp par exemple, une et une seule façon de faire, qui se base sur les numéros de téléphone et qui demande de faire confiance à un annuaire d'utilisateurs tiers qui vous met en contact avec les gens avec qui vous voulez parler. Chez nous, il n'y a pas d'annuaire d'utilisateurs. Il n'y en a juste pas du tout. Et c'est fondamentalement, architecturalement, ce qui nous distingue. Et pour remplacer cet annuaire, on met à disposition des utilisateurs plusieurs façons d'entrer en contact qui demandent toutes, on va dire, un petit effort de la part de l'utilisateur ou une manipulation à laquelle il n'a pas forcément l'habitude. Mais voilà, fondamentalement, on voit dans l'usage ce qui nous distingue techniquement. Vous connaissez TwinMe ? Oui, bien sûr. Ouais. Et ça marche pas un peu pareil Alors, TwinMe, ils ont une différence, c'est qu'en fait, eux, ils ont un protocole. Tous les échanges de messages se font via du WebRTC. Donc effectivement, ils n'ont pas forcément un annuaire des utilisateurs avec de la découverte de contact. On va récupérer un identifiant, un genre de nickname du contact, qui est sous forme d'un code QR dans TwinMe pour rentrer en contact avec quelqu'un. Et donc effectivement, quand on veut parler à quelqu'un dans TwinMe, ou dans Scred, c'est l'équivalent financé par Skyrock, on va scanner ce code QR et ça nous donne l'identifiant qui permet de contacter la personne. Oui, simplement, ils n'ont pas la crypto que vous avez. Exactement, ils n'ont pas la crypto qui est derrière. Ce code QR, c'est pas une clé cryptographique, c'est juste un identifiant. Et ensuite, c'est du signaling WebRTC. Et il y a un serveur de signaling quelque part qui va jouer exactement le même rôle que l'annuaire de Signal ou de WhatsApp. Puis sauf erreur de ma part, c'est beaucoup plus ancien que Olvid. Oui, ça date d'un petit peu avant. Oui. Et vous avez combien d'utilisateurs qui utilisent Olvid, par exemple, quotidiennement ? Vous avez des statistiques un petit peu là-dessus ? Alors, on n'a pas de... un des principes de Olvid, c'est qu'on ne sache pas qui utilise Olvid, donc on n'a pas les noms, on ne sait pas qui sont nos utilisateurs, mais en termes de volume, on voit passer des messages, et on voit quand il y a des utilisateurs qui s'authentifient avec leur clé publique pour venir télécharger leurs messages. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, on est à environ 150 000 utilisateurs réguliers, c'est ça l'ordre de grandeur. Et selon les jours, ça varie. Typiquement, on voit qu'on a un usage qui est plus professionnel aujourd'hui de l'application parce que le week-end, il y a un peu moins d'usage qu'en semaine. Mais après, ça reste une messagerie instantanée standard. Et on a des pics de communication, pics d'échange autour de 18h, 19h en semaine, à l'heure où les gens s'envoient des messages. Et quand on regarde la taille des pièces jointes qu'on va passer, c'est des pièces jointes qui sont chiffrées, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais les tailles des pièces jointes sont en moyenne autour de 4-5 mégas. On se doute que ce sont des photos que les gens échangent, comme sur n'importe quelle messagerie. Donc ça, vraiment, même si c'est un usage aussi aujourd'hui assez professionnel, ça reste une messagerie instantanée avec un usage comme n'importe quelle messagerie. Et est-ce qu'il y a des fonctionnalités spécifiques justement pour les professionnels ? Alors oui, très rapidement Mathieu, après je te laisse enchaîner. On parlait tout à l'heure des différentes manières d'entrer en contact. Il y en a, j'en avais dit 4, et en réalité il y en a une 5e qui fait partie de l'offre payante de Olvid. En fait, l'idée fondamentale au départ, c'est de créer une messagerie dont la sécurité serait complètement décentralisée, donc qui fait que l'usage est un petit peu différent. Mais quand on est dans un contexte d'entreprise, on peut tout à fait réintroduire une sorte de tiers de confiance, donc une centralisation en fait de la sécurité, un peu à la WhatsApp, on va dire, ou à la Signal, à la différence près. Donc on réintroduit un annuaire, pour dire les choses correctement, à la différence près que cet annuaire qu'on réintroduit, il ne va pas être hébergé par nous. Il va en fait être hébergé par l'entreprise qui va payer le service, et elle va adosser cet annuaire Olvid à son propre annuaire, parce qu'à peu près toutes les entreprises de France et de Navarre ont déjà un annuaire qui liste, on va dire, l'intégralité des employés d'une entreprise. Et en fait, nous, ce qu'on met à leur disposition, c'est du soft qu'elles vont pouvoir adosser à leur annuaire existant ou faire fonctionner en stand-alone si elles le souhaitent, et qui va permettre un certain nombre de choses, mais en particulier qui va permettre à l'ensemble des utilisateurs Olvid dans l'entreprise d'entrer en contact avec n'importe quel autre utilisateur de l'entreprise en 2 clics. Donc, c'est encore plus simple qu'avec, on va dire, du WhatsApp ou du Signal, pour reprendre toujours les mêmes exemples. Vous avez dans l'application un nouveau bouton qui apparaît, qui vous permet, un bouton qui s'appelle sobrement annuaire. Vous cliquez dessus, vous tapez le nom de la personne ou approximativement le nom de la personne avec qui vous voulez entrer en contact. Elle apparaît, vous cliquez dessus et c'est réglé. Donc, vous avez, dans un usage entreprise, une facilité supplémentaire pour entrer en contact avec quelqu'un. Ce qui ne vous empêche pas de sortir avec Olvid sur votre téléphone et d'entrer en contact avec l'une des 4 autres méthodes avec n'importe quel autre utilisateur d'Olvid. Mais il y a d'autres fonctionnalités. Peut-être Mathieu, tu veux enchaîner sur... Oui. Aujourd'hui, on a une offre gratuite Olvid qui en gros fait la majorité des fonctionnalités de WhatsApp, à l'exception des appels qui aujourd'hui font partie de l'offre payante.
Donc appel audio à 2 ou en groupe, et appel vidéo jusqu'à 3 personnes, qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Et ensuite, l'annuaire, comme lui disait Thomas. Et un dernier point qui est important, c'est le multi-appareil, qui est le fait de pouvoir utiliser Olvid sur à la fois un téléphone, un ordinateur ou 5 appareils à la fois. Moi, j'ai mon téléphone et 3 ordinateurs pour utiliser Olvid. Voilà, et utiliser ces appareils de façon synchronisée. Et on a un dernier élément dans l'offre payante qui sont les bots Olvid, dont on pourra reparler un petit peu après pour avoir des automatisations de process via des messages envoyés automatiquement ou traités automatiquement dans Olvid. Voilà, mais le multi-appareil, c'est vraiment quelque chose qui est sorti. En fait, on l'a sorti juste en octobre 2023, juste avant les assises, pour pouvoir montrer ça aux clients, parce que c'est un bon moment pour sortir des fonctionnalités quand on fait de la sécurité. Mais ça pose des problèmes de design assez intéressants, parce que dans ces cas-là, est-ce que tu récupères l'historique des conversations sur les autres devices, par exemple, quand tu enrôles un nouvel appareil ? Alors aujourd'hui, non, on ne récupère pas l'historique des messages sur les autres devices pour l'instant, mais il n'y a pas d'impossibilité. En fait, le multi-appareil Olvid, c'est vraiment de se dire, quand j'ai installé Olvid sur mon premier appareil, j'ai généré une paire de clés cryptographiques, une clé publique qui est celle qui me sert d'identifiant auprès du serveur, auprès de mes contacts, et une clé privée qui reste en local. Et je construis mon carnet de contacts et tout ça. Quand je rajoute un appareil, je vais prendre une copie vraiment de la même paire de clés. Donc c'est vraiment la même clé qui me représente moi, qui est utilisée sur tous les appareils. Donc si j'ai établi la confiance avec un contact pour une clé de ce contact, j'ai pas besoin de rétablir la confiance avec son nouvel appareil. C'est la même clé vraiment qui est utilisée. Et donc je vais faire confiance aux deux. Et ce protocole pour passer l'identité d'un appareil vers un autre, on a un protocole, nous en interne on appelle protocole de transfert, qui est en fait pour exporter et importer une identité. Ça se passe via un canal sécurisé qu'on crée entre l'ancien appareil et le nouvel appareil. Ce protocole de transfert, on pourrait l'étendre pour aussi transférer un historique. Alors c'est pas du tout le même volume de données, donc on va probablement pas utiliser la même technologie. Aujourd'hui c'est quelques messages via du WebSocket qui sont reliés. En fait, on crée un canal sécurisé de bout en bout entre les appareils via du WebSocket sur nos serveurs et on transfère le contenu secret, donc les clés privées et les contacts, vers le nouvel appareil qui se retrouve du coup avec une copie du profil. Ça, c'est quelque chose qu'on a dans la roadmap. Ensuite, de faire le transfert de tout l'historique pour pouvoir resynchroniser l'historique des messages. Il faut avoir en tête que l'historique des messages sur Olvid, il est présent que localement sur le téléphone. On n'a pas un backup dans le cloud et des choses comme ça. On a envie de garantir la propriété de sécurité persistante et du coup, on ne peut pas avoir des sauvegardes long terme avec des clés long terme. Donc le seul endroit, c'est sur l'appareil. Et il faudra qu'on fasse vraiment une copie des messages. Si on veut faire ça efficacement, on va éviter de passer par du WebSocket parce que ça marche pas super pour faire des gros volumes de données. Et on va pas faire non plus via des messages qui passent par notre serveur parce que ça va bouffer beaucoup de bande passante. Donc si on arrive à utiliser des technologies type Nearby Share ou des choses proches, de proximité en fait pour deux appareils qui sont proches l'un de l'autre, ça sera beaucoup plus efficace. Alors justement, comme tout est sur l'appareil, quand on se fait voler son appareil, puis qu'on restaure avec sa sauvegarde, on restaure tout sauf Olvid. Et comment on fait pour retrouver son profil ? Alors en fait, on a une procédure de sauvegarde, c'est-à-dire qu'on ne s'appuie pas sur les procédures de sauvegarde classiques, on va dire du iCloud ou autre équivalent chez Google. On a une procédure de sauvegarde interne qui garantit à l'utilisateur que sa sauvegarde sera sauvegardée à l'endroit qu'il souhaite, mais chiffrée avec un niveau de sécurité qui est en gros ce que l'utilisateur attend de nous, quoi, globalement. Donc avec 160 bits de sécurité en chiffrement, quoi. Donc mais ça, c'est pas automatique. Donc en fait, il faut le savoir et il faut le déclencher. Tout à fait. Alors ça, c'était quelque chose qu'on nous reprochait il y a longtemps quand on avait sorti ça il y a quelques années. C'était qu'on avait à l'époque encore pas mal de progrès à faire en termes d'UX, hein, comme on dit. Donc ça, c'est des choses qu'on a un peu améliorées. Maintenant, on invite l'utilisateur qui n'a pas fait ce qu'il faut en termes de manipulation pour créer sa sauvegarde. On l'invite à le faire et on essaie de le prendre autant que faire se peut par la main pour qu'il fasse sa sauvegarde et qu'il se retrouve pas dans une situation désagréable où en grosso modo, il change de téléphone ou il perd son téléphone et il n'est pas capable de récupérer son profil. Ben oui. Tout à fait. Ah ben, il se fait voler son téléphone et il perd aussi tous les contacts accumulés pendant plusieurs années. Voilà, d'où la procédure de sauvegarde qui permet de récupérer l'intégralité de son carnet. Et alors, c'est justement quelque chose qu'on est en train de revoir, la procédure de sauvegarde, pour essayer d'avoir quelque chose qui est plus automatique pour les gens qui n'ont pas forcément le besoin du niveau de sécurité absolument. Parce que nous, on a une version gratuite qui aussi intéresse des gens qui n'ont pas besoin tellement du niveau de sécurité qu'on offre pour les communications sensibles et tout ça. Donc peut-être qu'on offrira une option pour faire quelque chose de plus automatique pour ces gens-là. Et on gardera par défaut le niveau de sécurité maximum. Et aussi avec le multi-appareil, le problème de l'appareil qui est détruit, par exemple, on peut avoir une copie de son profil sur son ordinateur. Et donc, pour les gens qui ont l'offre payante, c'est assez facile de faire une restauration de sauvegarde après coup. Mais à partir du moment où tout est chiffré, pourquoi il ne peut pas y avoir une option d'accepter la sauvegarde, alors iCloud, Android ou Murena, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, ou d'autres Alors justement, on pourrait faire ce genre de choses si on avait un niveau de chiffrement des données locales de l'application
suffisant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait, au moment où l'utilisateur veut ouvrir l'application, qu'il arrive à rentrer typiquement un mot de passe avec suffisamment d'entropie pour sécuriser l'accès aux données. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, l'utilisateur qui lance Olvid au démarrage du téléphone, il faut qu'il aille taper un mot de passe de 30 caractères. Ok, donc c'est pas faisable. Donc c'est d'un point de vue utilisateur, c'est compliqué. Donc il y a peut-être des utilisateurs qui seraient prêts à le faire, mais je pense que c'est plus simple encore de faire le système de backup tel qu'on l'a aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup de choses à améliorer dans ce système-là. Je suis un peu surpris par tes 160 bits, c'est pas une taille de clé très standard. Qu'est-ce que vous utilisez comme algo ? Vous refaites de la crypto custom un peu à la Telegram ? Alors en fait, c'est une très bonne question. On ne fait pas du 160 bits de sécurité au niveau de la taille des clés. C'est-à-dire qu'en fait, on va générer cette clé de backup, c'est une seed, c'est une graine qu'on va utiliser dans un générateur pseudo-aléatoire. Les systèmes de sauvegarde tels qu'on l'a aujourd'hui, en fait, on génère cette graine une fois sur le téléphone. Et à partir de cette graine, on va générer une paire de clés sur des courbes elliptiques de 256 bits. Et en fait, la clé publique va rester sur le téléphone, qui donne au téléphone la capacité de créer des nouvelles sauvegardes, mais le téléphone lui-même ne saurait pas déchiffrer les sauvegardes que lui a créées. Le seul moyen de récupérer la clé secrète qui peut être déchiffrée, c'est de connaître la graine initiale. Et alors pourquoi est-ce qu'on a pris une graine de 160 bits ? C'est parce qu'on voulait quelque chose qui soit pas trop long à noter et qui ait une taille suffisante pour avoir quelque chose quand même de sécurisé. Donc on aurait pu descendre un peu plus bas, 128 bits, des choses comme ça, on arrive en gros aux limites de ce qui est acceptable. On a pris un peu de marge, mais monter à 256 bits, ça commence à faire quelque chose de très long. Là, 160 bits, ça tient sur 32 caractères en lettres ou chiffres alphanumériques. Donc on a 4 fois 8 caractères à noter comme clé de backup. On se rapproche en gros de la taille de clé qu'on a sur des trucs de Bitcoin ou des choses comme ça. C'est ce que vous utilisez également quand vous rajoutez une device ? Alors, quand on rajoute un device, on n'a pas tout à fait le même protocole parce que là, on a un protocole interactif. Donc l'avantage du protocole interactif, c'est qu'on peut avoir un protocole où on va faire un système de SAS, Short Authenticated Strings, qui est ce qu'on utilise aussi pour l'ajout de contact avec un échange de code de 4 chiffres. Donc en fait, là, c'est un modèle un peu différent où en fait, on ne veut pas pouvoir déchiffrer quelque chose qui a été chiffré dans le passé. À la place, on veut juste valider qu'un échange de clés entre deux appareils s'est passé sans attaque man in the middle. Et le principe du SAS, c'est de dire, je vais faire un engagement, enfin un commitment en anglais, c'est un engagement, sur un truc, je donne une valeur aléatoire de chaque côté. À partir de ça, les deux vont pouvoir calculer un code, ici à 8 chiffres. S'il n'y a pas eu d'attaque man in the middle, le code est le même des deux côtés. S'il y a eu une attaque man in the middle, l'attaquant aura eu un message à modifier qu'il doit modifier en aveugle, et pour que son attaque marche, il faut qu'il ait le coup de chance que pile les 8 chiffres tombent et sont les mêmes. Donc en gros, une chance sur 100 millions de réussir son attaque. Chaque fois qu'une attaque man in the middle est tentée et qu'elle échoue, l'utilisateur doit repartir de zéro. Donc c'est vraiment de l'attaque où il faut en gros faire 100 millions d'essais et à chaque fois que l'utilisateur il continue, oui, je réessaye de taper mon code et il va essayer ça 100 millions de fois d'affilée. Donc on n'est pas du tout sur un même niveau de sécurité. Le backup, là, on va pouvoir avoir des attaques hors ligne où on va essayer de brute forcer la clé. Là, sur le truc, c'est vraiment une attaque interactive qu'il faut faire alors qu'il y a une action utilisateur. Une interaction utilisateur, donc on peut se permettre d'avoir des tailles de secrets beaucoup plus petites, en fait. Des tailles de code beaucoup plus petites. C'est important, hein, ce que dit Mathieu, parce qu'on nous avait, à une époque, un peu attaqué sur la longueur du code PIN, parce que les gens se disaient, mais enfin, comment est-ce que 4 chiffres, 8 chiffres même, peuvent apporter cette sécurité ? Vraiment, cet aspect en ligne, obligatoire pour l'attaquant, fait que, voilà, on a effectivement cette preuve de cette garantie de sécurité d'une chance sur 100 millions, en gros, pas en gros, une chance sur 100 millions que l'attaque réussisse, ce qui en termes de niveau de sécurité est suffisant. Et juste pour la petite anecdote, donc les SAS, c'est pas nous qui avons inventé ce protocole-là, hein, c'est un protocole de cryptographie qui est issu de la recherche publique et qui avait été développé à l'EPFL, voilà, par le professeur Serge Vaudnet. Je reviens sur la courbe elliptique parce que DJ Bernstein est quand même a des opinions sur le sujet. Vous utilisez laquelle parmi les 200 courbes elliptiques, enfin peut-être pas 200 mais au moins 50 qui existent? Alors on utilise deux, on utilise la sienne, courbe de 155-19, ça évite de se fâcher avec DJ Bernstein qui est jamais une très bonne idée. Et puis aussi parce qu'il y a de très bonnes raisons d'utiliser cette courbe-là. Et on utilise une seconde qu'on avait développée quand on était chez Crypto Expert, qui s'appelle Million Dollar Curve, qui est une courbe qui a le mérite en fait qui avait le mérite au moment où on l'a créée. On l'a créée en fait avec exactement les principes de sécurité et de création de courbes qui étaient recommandés par DJ Bernstein justement. Et on s'était amusé à créer une courbe dont les paramètres étaient tirés en fonction de résultats du tirage physique du loto à travers le monde. Donc là, ça peut paraître complètement farfelu, mais en fait, ce qu'on reproche souvent à certaines courbes, c'est que les paramètres de l'équation, les petits a, les petits b, les petits c, sont parachutés. C'est-à-dire qu'on dit, ceux qui créent la courbe disent, bah voilà, l'équation de la courbe c'est ça,
et elle a plein de propriétés sympas. Sauf qu'on ne sait pas d'où sortent les petits A, les petits B et les petits C. Et c'est hyper dur de garantir à quelqu'un que les A, B et C ont été vraiment générés aléatoirement et qu'on n'y a pas planqué une backdoor. Donc il y a plusieurs façons d'essayer de se prémunir contre l'introduction de backdoor dans les courbes, et D.J. Bernstein avec courbe de 155-19 en gros a, si mes souvenirs sont bons, comme argument de dire que étant donné les performances de le niveau de performance de la courbe en termes de vitesse et peut-être d'autres éléments, Mathieu tu me corriges si je dis des bêtises, mais on voit pas comment on serait capable en plus de ça de mettre une backdoor dedans. Nous on a adopté une technique un peu différente, c'était de dire en fait, je sais plus exactement en quelle année on avait fait ça, mais on va dire à un instant t égale 0, on a dit bah voilà, on va créer une courbe, et ce qu'on va faire, c'est que pendant les prochains mois, on regardera tel tirage du loto, tel tirage, tel tirage, tel tirage. On donnait les dates exactes des tirages physiques, des différents tirages de loto à travers le monde qu'on allait regarder, et on s'était engagé sur un algorithme qu'on allait appliquer et qui, de manière déterministe, étant donné les tirages qui allaient arriver, allait donner lieu au petit A, au petit B et au petit C de la courbe, en gros. Ce qui fait que voilà, l'algorithme étant public, comité, on s'était engagé dessus. Quelque part, à un moment donné, on n'avait pas encore la courbe, mais on savait qu'elle allait arriver. Et quelques mois plus tard, tous les tirages du loto ont bien eu lieu, et ça a permis à tout le monde, en gros, de dériver les paramètres de la courbe. Donc de garantir à tout le monde qu'on n'avait pas pu introduire de backdoor dans les paramètres. Et un truc donc on a ces deux courbes-là. Un truc rigolo au sujet de Million Dollar Curve, c'est qu'il y a quand même des gens qui nous ont reproché de s'être basés sur des tirages du loto parce qu'ils savent que dans certains pays, ça pourrait être manipulé. Voilà. Sachant que les loteries, elles ont quand même une certification qui fait tout un délire sur la vérification du hasard. Donc si ce sont des loteries certifiées par la World Lottery Association, je peux garantir aux auditeurs que j'y crois vraiment que c'est pas truqué. Merci. Et on a quand même fait un truc, c'est que sur les derniers tirages du loto, parce qu'on pourrait toujours se dire, ouais, mais au fur et à mesure que les tirages sont donnés, les derniers tirages qu'on utilise, ils ont connaissance des tirages précédents. Donc, au fur et à mesure que le temps passait, on utilisait de moins en moins d'entropie. Enfin, on hachait de plus en plus les tirages de manière à limiter le nombre de bits accordés au dernier tirage par rapport au premier, quoi. Donc voilà, c'était un délire, mais c'était amusant, et je pense que c'était une bonne approche, quoi. Alors ça, on génère pas une courbe tous les 4 matins, mais comme on avait besoin que d'une seule, c'était pas mal. Je reviens sur l'histoire des métadonnées, puisque vous avez l'air de dire que vous pouvez quand même connaître la taille des pièces jointes ou le volume de trafic. Pour moi, il y avait un seul système qui résolvait ce problème, c'était le système Pond de Adam Langley, qui fonctionnait par un système de boîte aux lettres où en fait on allait déposer du contenu et le client allait le récupérer avec un délai aléatoire. Vous avez quelle visibilité aujourd'hui sur les métadonnées de communication ? Alors, c'est contrairement à Pond, alors moi je suis pas spécialiste de Pond, comment ça marchait. Nous, on a une contrainte importante qui est qu'il faut que les messages arrivent vite chez le destinataire. C'est-à-dire que j'envoie un message sur Olvid, s'il n'est pas arrivé au bout d'une seconde chez le destinataire, les gens pensent que l'application marche pas bien. Voilà, donc on a une contrainte là qui fait que globalement on peut pas s'amuser à même du routage via Tor ou via des réseaux comme ça, c'est compliqué. Les gens peuvent par-dessus Olvid faire ça s'ils veulent vraiment se simuler. Nous, on le fait pas par défaut. Les données auxquelles on a accès, nous, ce qu'on voit passer sur le serveur, en gros, c'est la clé publique d'un destinataire, des données chiffrées, et on va voir l'adresse IP avec laquelle la personne s'est connectée. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter de voir. Mais on ne voit pas de nom, on ne voit pas de prénom, pas de numéro de téléphone, pas de mail, rien du tout, vraiment, aucune donnée personnelle. En gros, quelqu'un dépose le message de façon anonyme, je dirais, parce qu'on n'a pas besoin de s'authentifier pour déposer un message. Par contre, c'est une API REST, c'est du HTTPS, donc on voit l'adresse IP de la personne qui se connecte. Cette adresse IP, on la conserve pas, on n'en garde pas de traces. Aujourd'hui, la loi française ne nous oblige pas à garder des logs de connexion sur nos serveurs, donc on n'en garde pas de log, mais cette adresse IP serait visible. Et ensuite, uniquement la clé publique du destinataire. Forcément, si on voit l'adresse IP, ça permet de commencer à faire des choses pour dire, il y a un message qui vient de tel endroit vers tel autre. C'est des choses que nous, on fait pas du tout, mais si vous estimez que l'adresse IP, c'est quelque chose de sensible pour vous, le mieux, c'est de passer via un VPN ou quelque chose comme ça, et là, nous, on verra plus rien de significatif. Parce que c'est une question qui vous a été posée publiquement, c'est jusqu'à quel point l'infrastructure est solide, ou on va dire agnostique par rapport à l'hébergement. Qu'est-ce que la plateforme d'hébergement peut, inférer des choses ou modifier éventuellement la clé publique, envoyer un mauvais message un message à un destinataire qui ne pourra pas le déchiffrer, mais potentiellement, du coup, l'émetteur va dire mon message n'est pas passé, je vais le renvoyer par un autre canal, etc.
Ouais, alors ça, il y aura toujours, mais je pense que ça, c'est quel que soit le système, hein, quelqu'un qui ferait une attaque active sur un système pourra toujours empêcher le routage des messages de fonctionner. Disons que nous, ce qu'on arrive à faire, c'est à dire finalement, on a rendu la disponibilité de la messagerie orthogonale avec sa sécurité, quoi. La sécurité de la messagerie, enfin tous vos messages, et quand je dis les messages, c'est au sens large, hein, c'est aussi pour les appels audio, vidéo, enfin c'est en gros la sécurité de tout ce que vous échangez avec Olvid, elle est garantie par de la cryptographie qui tourne sur votre appareil et celui du destinataire. Donc c'est vraiment ça l'idée fondamentale. Après, pour la disponibilité du système, là effectivement, il faut que notre infrastructure serveur fonctionne. Donc si je dois me mettre en mode défense, on va dire, je dirais que depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, on n'a pas eu une seconde de down. Alors ça ne présage pas du futur, mais enfin c'est plutôt mieux que la concurrence, on va dire, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Je vais toucher du bois pour que ça continue. Mais disons qu'on est dans une situation où, contrairement à beaucoup d'autres messageries, vous n'êtes, par exemple, si je dois prendre l'exemple de WhatsApp, de Signal, mais il y en a d'autres, vous n'êtes pas un numéro de téléphone. Donc, typiquement, vous n'avez pas créé un compte sur un serveur qui distribue des clés crypto. Chez nous, ça se passe pas comme ça. Les clés crypto sont distribuées via un protocole cryptographique dont on a parlé tout à l'heure avec le SAS dont parlait Mathieu, par exemple. C'est une des possibilités. Mais jamais, à aucun instant, vous allez déposer une clé cryptographique sur un serveur chez nous qui devrait être récupérée de manière authentique par le destinataire. Évidemment, si notre serveur commence à manipuler des messages, le système marchera moins bien, mais ça va se voir. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir manipuler de l'information à votre insu, modifier des messages, se faire passer pour quelqu'un d'autre. Juste ça, c'est techniquement pas possible. Et ça, c'est fondamentalement différent. C'est sûr que si l'adversaire éteint le serveur, le système marche moins bien, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut reprocher à peu près à toutes les messageries, sauf celles qui font du peer-to-peer, éventuellement. Là, on peut rentrer dans ce détail-là, mais disons que toutes celles qui, on va dire, sont efficaces et qui permettent de faire de la communication asynchrone. Donc, on envoie un message à quelqu'un qui est hors ligne et qui va revenir en ligne en descendant de son avion, par exemple. Elles marchent toutes à base d'un serveur de distribution de messages, qui est notre cas aussi. Et elles, on peut toutes leur reprocher que si le serveur s'éteint, le système marche moins bien. Mais chez nous, c'est la seule chose qu'on peut lui reprocher d'une certaine manière. Il n'y aura pas de problème de sécurité lié à ce serveur-là. Et du coup, deux petites questions. La première, c'est le fournisseur d'hébergement que vous utilisez, donc c'est toujours AWS, Amazon. Première question. Et la deuxième, qui est autour justement de tout ce qui est peer-to-peer. Est-ce que ça, c'est, je sais pas, quelque chose que vous étudiez, vous dites voilà, c'est peut-être un chantier pour la suite ou pas? Alors pour la première question, oui, notre hébergeur principal, ça reste AWS. On a regardé un peu tous les autres fournisseurs, que ce soit aussi bien des fournisseurs américains comme Google Cloud Platform ou Microsoft Azure, qui n'ont pas les mêmes services que ceux qu'on utilise chez AWS. On a regardé les fournisseurs français, OVH, Scaleway, Outscale, où pareil, on n'a pas trouvé des services managés qui correspondaient bien à ce qu'on voulait. On a trouvé quelqu'un en France qui pourrait être un bon candidat pour faire du multi-cloud. Là, on a commencé à travailler du coup avec Clever Cloud, qui a une offre assez réduite aujourd'hui, mais qui sont sur une bonne piste pour commencer à faire du function as a service, un équivalent de DynamoDB, et ça c'est quelque chose vraiment, c'est ce qui nous manque partout ailleurs en fait, l'équivalent de DynamoDB. Le jour où ils ont ça, nous on va essayer d'avoir en gros une offre multi-cloud avec un AWS et une option chez Clever Cloud pour les gens qui voudraient un serveur en France hébergé par quelqu'un de français en plus. On est sur du AWS qui est à Paris, mais c'est AWS, voilà. Et pour les notifications, vous passez par le système intégré à l'OS du téléphone, donc soit chez Apple ou chez Android. Alors, pour les notifications, oui, par défaut, on passe par le système Firebase pour Android et les notifications APNS de Google, d'Apple, je veux dire. On a la possibilité sur Android de dire je désactive les services Google, ou même si j'ai un téléphone sans service Google, et de passer par une connexion WebSocket permanente avec notre serveur. Dans ce cas-là, il n'y a pas de notification push classique, c'est la connexion WebSocket qui marche. Ça mange 3-4% de batterie sur un téléphone avec une autonomie normale sur une journée, donc ça veut dire qu'il ne faut pas en avoir 30, des applications qui fonctionnent comme ça, mais si on a Olvid et une ou deux applications comme ça fonctionne bien. Peut-être qu'on va essayer de se brancher sur un service, il y a des services comme NTFY, la Notify, qui permettent de merger ces notifications push entre plusieurs applications. On ne s'est pas encore penché dessus parce que ça reste une niche de ces utilisateurs-là. Mais oui, on peut rester sur du WebSocket. Par contre, par défaut, c'est des notifications push classiques. Attention, on n'a aucun contenu dans les notifications push. C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer les messages de l'utilisateur et les notifications push sont envoyées par notre serveur. Notre serveur n'a de toute façon pas accès aux données en clair. Donc sur Android, typiquement, une notification push, c'est quoi? C'est juste un bit qui dit « Hey, il faut que tu ailles lister tes messages sur le serveur ». Sur Apple, ça va un peu plus loin parce qu'on peut mettre un contenu avec un payload chiffré
dans la notification push Apple, et donc le contenu du message chiffré est envoyé dans la notification push tel qu'il a été reçu sur le serveur, si c'est pas trop gros, hein, il y a une limite à 4 kilooctets je crois. Voilà, donc ce contenu est envoyé, et là l'extension de notification Apple peut déchiffrer le message à la volée et l'afficher à l'utilisateur. Mais dans tous les cas, ça reste à quelque chose où il n'y a rien qui apparaît en clair dans cette notification. Et tout à l'heure, il y avait une deuxième question de Paul sur le peer-to-peer. Effectivement, ce serait un truc qui est intéressant pour nous. Le peer-to-peer, le gros défaut qu'on va y trouver, c'est le temps d'établissement du canal entre les deux téléphones qui fait qu'on n'aura pas quelque chose d'instantané. Mais on a des cas d'usage, nous, pour certains de nos utilisateurs qui se disent ça pourrait être intéressant de fonctionner sur un réseau fermé, déconnecté d'Internet. Il y a des messageries comme Braillard qui permettent ça, via du Bluetooth ou des choses comme ça, de faire des connexions de proche en proche comme ça. C'est juste que c'est des problèmes qui sont compliqués. Si c'est pour faire du peer-to-peer à travers Internet, ça a moins d'intérêt que des choses de proche en proche. On avait discuté avec un chercheur qui bossait là-dessus justement sur non pas du réseau ad hoc, mais vraiment du réseau opportuniste. Donc, mais Tetra marche comme ça. Ouais. Oui, il y a Tetra, c'est de la radio HF, quoi. Enfin, c'est plus de... Oui, c'est de la radio. Mais si tu veux, quand tu n'as pas de borne, tu peux arriver à passer de proche en proche, de téléphone en téléphone, et pour avoir du réseau quand même, quand la borne a été tirée par un missile ou que tu es sans borne. Tout à fait. Non, il y a des choses très intéressantes là-dessus. Et nous, ce qu'on avait regardé, c'était les réseaux opportunistes. Donc, se dire que quelqu'un peut servir presque de mule. Donc, j'ai un point au milieu du désert où j'ai des gens qui parlent entre eux. J'envoie un message à un autre groupe où il n'y a pas de connexion directe. Mais il y a quelqu'un qui, finalement, prend son téléphone et marche à pied. Et le message peut être lié aussi de ce genre de façon-là. Donc c'est des choses qui sont compliquées, il y a de la recherche, enfin vraiment de la recherche à ce sujet-là, on n'est pas au niveau vraiment implémenté en vrai aujourd'hui, mais c'est quelque chose sur ce qui serait intéressant à étudier. Aujourd'hui, c'est vraiment pas la priorité, on a trop de fonctionnalités et de choses comme ça à implémenter. Non, mais là c'est une cible de toutes les manières. La cible de ce genre de fonctionnalité, elle a les moyens de payer le développement sur mesure. Sinon, il y a FireChat qui est très connu puisqu'il avait été utilisé depuis longtemps dans des manifestations à Hong Kong et ailleurs, quoi. Mmh, oui. Alors, il faut se méfier qu'il ne faut pas non plus avoir du réseau comme ça de proche en proche qui est très pratique quand il n'y a plus d'accès à Internet, mais qui dévoile trop d'informations sur ce qui est échangé. Et le problème, c'est que certains de ces réseaux, enfin certaines de ces applications sont vraiment tellement focalisées sur le côté communication de proche en proche qu'ils en oublient un peu la protection de la vie privée. Et ce qui n'est pas évident, parce que quand on veut broadcaster à tout le monde, j'ai besoin d'envoyer un message à telle personne, ça devient très facile de tracer où sont les différents utilisateurs. Ce qui peut être un danger dans ce genre de manifestation aussi, quoi. Donc si on veut le faire bien, c'est pas évident. D'allier à la fois ces réseaux opportunistes et protection de la vie privée, ne pas avoir de broadcast public d'un identifiant unique constant ou des choses comme ça, quoi. Mathieu, tu parlais de nouvelles fonctionnalités à développer. Oui. Alors avant de conclure, est-ce que tu voudrais nous en dire 2 mots ? Alors oui, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a envie de travailler. Il y a un projet un peu long terme, parce que là on vient de sortir les appels vidéo il n'y a pas longtemps, mais c'est limité à 2-3 personnes. On aimerait aussi sortir de la visio, comme on ferait sur du Google Meet, du Zoom ou du Jitsi comme ça, avec toujours le chiffrement de bout en bout, la même modèle de sécurité Colvid. Et ça, c'est un projet qu'on a pour 2025, peut-être 2026, parce qu'on a tellement de choses sur la roadmap que ça peut prendre un peu de retard. Bon, voilà. Et après, des choses à plus court terme, typiquement, on parlait tout à l'heure de la synchronisation de l'historique des messages, c'est quelque chose qu'on veut faire. Et encore plus court terme, on a un système de pré-keys qu'on voudrait mettre en place. Aujourd'hui, quand on veut envoyer un message à quelqu'un sur Olvid, on a une étape de création de canal sécurisé avec cette personne, qui, si les deux sont en ligne, ça prend quelques secondes, c'est instantané, on le voit même pas. Par contre, dans certains cas où les gens sont pas en ligne en même temps, c'est quelque chose qui peut prendre un peu de temps. Et on aurait envie d'avoir un système pour pouvoir envoyer des messages avec toujours de la sécurité persistante, toujours de cette forward secrecy, mais avant la création du canal pour permettre de simplifier, et ça pourrait améliorer la synchronisation en multi-appareil aussi, typiquement. Donc ça, c'est un truc qui est assez important pour nous, qui, encore une fois, implique pas mal de cryptographie. Il faut faire ça bien, et donc on va prendre le temps de le faire comme il faut. Alors avant le mot de la fin, il me semble que Nicolas et Paul ont encore une question. Moi, j'avais une question, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'attaques documentées dans la nature sur de l'interception, sauf vraiment avec des applications pourries qui acceptent n'importe quel certificat SSL, etc. Ce qu'on voit souvent quand il y a des compromissions de clients de messagerie instantanée, enfin, quand il y a des compromissions de messagerie instantanée, ça se fait souvent côté client, par des failles logicielles à la con. Et en particulier, si vous rajoutez des codecs audio, vidéo, ce genre de choses, la qualité et la sécurité du code côté client devient un paramètre important. Qu'est-ce que vous faites de ce point de vue-là, en termes de, je sais pas, langage robuste, analyse de code, sandboxing, etc. Alors, c'est une très bonne question. Alors, on fait
pas beaucoup niveau analyse de code ou sandboxing, choses comme ça. On fait 2 choses principales. La première, c'est de s'appuyer sur un minimum de librairies tierces possibles. Donc on va pas avoir de librairie fancy pour décoder des codecs exotiques. On s'appuie typiquement sur Android, uniquement sur les librairies Android X fournies par Google qu'on met à jour le plus souvent possible. Et côté Apple, pareil, on s'appuie sur le framework d'Apple pour l'affichage de toutes les pièces jointes, vidéo et des choses comme ça. Ça, c'est la première chose. Donc évitez déjà d'avoir des choses qui pourraient avoir des choses qui sont un peu anciennes. Et surtout, le modèle d'Olvid, c'est de n'être en contact qu'avec des gens de confiance. Quelqu'un ne peut pas envoyer un message sur Olvid à quelqu'un qui ne connaît pas, sans son accord. Donc on ne pourra pas avoir une attaque où quelqu'un que je ne connais pas m'envoie une charge virale à mon insu, et cette charge virale est exécutée en 0 clic. Donc vraiment, ça, c'est la plus grosse des sécurités. Après, effectivement, si le téléphone est infecté par du Pegasus ou quelque chose comme ça, on va pas se mentir, c'est pas Olvid qui va vous protéger. Si vous êtes vraiment ciblé comme ça par des attaques très chères, c'est compliqué. Ensuite, il y a un élément important, c'est que Olvid n'est pas susceptible à des attaques de masse, parce qu'il n'y a pas un point central, un serveur central qu'on pourrait attaquer pour attaquer d'un seul coup tout le monde. Si Signal ou WhatsApp se font attaquer sur leur annuaire, il y a possibilité de faire une sorte d'attaque de masse qui attaquerait beaucoup d'utilisateurs d'un coup. Et si une attaque arrive, probablement qu'on n'en entendra pas parler non plus parce qu'ils vont pas s'en vanter. Donc ce dont on entend parler, c'est les attaques sur une personne qui détecte qu'elle s'est fait attaquer. Ça, effectivement, on entend parler. Sur Olvid, en gros, la seule protection, c'est choisissez votre carnet de contact pour ne mettre que des gens de confiance dedans. C'est un peu léger, mais voilà. On peut pas se prémunir non plus contre tout. La différence, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas non plus d'attaques de masse qui sont possibles grâce à la cryptographie. Et Thomas veut rajouter quelque chose. Ouais. Et ce que tu disais sur l'annuaire, on peut ajouter qu'il n'y a pas que l'annuaire. Dans les situations d'une messagerie qui se base sur le numéro de téléphone, typiquement, à un moment donné, il y a un SMS qui vous est envoyé pour prouver que vous êtes bien. Enfin, dans le SMS, vous aurez un code que vous devrez réentrer dans l'application. Celui qui contrôle l'envoi du SMS, donc l'entreprise tierce souvent qui s'occupe d'envoyer le SMS, si celle-là se fait pirater, finalement, on va dire, à l'insu de la messagerie se fait pirater aussi. Et on est encore dans une situation où les choses ne se voient pas forcément, quoi. C'est pas forcément évident à voir. Et après, en termes de code, quand même, il y a des choses auxquelles on fait attention, enfin, dans l'approche. Enfin, quand vous codez ce genre de choses-là, il y a aussi un état d'esprit, en fait, dans lequel vous codez les choses. Typiquement, on en reparlait encore tout à l'heure, Mathieu, quand on envoie quand on affiche des previews pour les links, typiquement, aujourd'hui, ils sont envoyés par le client. C'est-à-dire que quand vous recevez un lien et que vous voyez une preview dans Olvid, c'est pas votre téléphone qui va chercher la preview, c'est l'envoyeur du lien qui vous a envoyé en pièce jointe une prévisualisation du lien en question. Ce qui fait que votre téléphone va pas se connecter juste parce que vous recevez un message, y compris par quelqu'un de confiance, il va pas se connecter directement à un site web. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut quand même essayer de faire correctement. Et puis dernier point qu'on n'a pas dit, c'est l'app est open source aussi, donc tout le monde peut aller vérifier notre code. Et on a eu aussi une certification CSPN sur Android et sur iOS en 2020-2021, parce que le code, voilà, le modèle de sécurité est bon, le code était bon et tout ça. Et justement, je rebondis là sur la partie open source. Comment vous voyez un petit peu la suite? Je prends par exemple Signal. Ils ont monté une fondation, par exemple, pour essayer d'étendre le modèle de chiffrement end-to-end. Est-ce que vous avez aussi cette ambition pour essayer plus largement de pousser, on va dire, cette technologie autour de la crypto pour tout un tas d'autres systèmes ou pas? Et pour rebondir aussi sur ton point, Mathieu, tu disais, la roadmap, elle est grosse. Depuis 2019, là, vous êtes combien là? Parce que si vous avez beaucoup de features là, vous devez être une petite armée, quoi. Alors, on n'est pas une petite armée, on est une quinzaine, et on va citer au passage Joseph qu'on a recruté en 2020 parce que c'était un auditeur de notre premier passage sur nos limites sécu. C'est comme ça qu'il nous a découvert, il a candidaté et on est ravis de l'avoir pris. C'est lui qui est lead sur la version desktop aujourd'hui, donc si on a une version Windows et Linux, c'est grâce à lui. Voilà. Et donc on reste une toute petite équipe, ça nous permet de rester agile, mais c'est vrai que quelquefois on aimerait bien recruter un petit peu plus. Est-ce qu'on va aller vers une fondation ? Je sais pas, je laisserai Thomas dire quelques mots. En gros, on reste sur un modèle où on a une version gratuite de l'application. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. On a vraiment fait Olvid justement pour offrir une alternative aux gens qui veulent une messagerie où ils savent que leurs données ne seront pas exploitées dessus. Voilà, donc ça, c'est important. Et pour la financer, on a cette offre entreprise. Et tout ce qu'il faut pour nous, c'est garder un bon équilibre entre une part d'offre entreprise qu'on vend suffisamment importante pour financer la version gratuite. Après, la fondation, peut-être, je sais pas, il n'y a pas de raison tellement d'aller là-dessus. C'est important pour nous que le code soit open source pour qu'il puisse être réutilisé. Et en fonction de comment évolue l'avenir, on verra à quel point on pousse l'accent sur la version gratuite grand public ou est-ce qu'on focalise plus sur la version entreprise et les fonctionnalités entreprise. Bon, en tout cas, moi, je suis pas très rassuré parce que j'ai que des hackers et des agents secrets dans mon carnet d'adresse, donc... Non, moi je suis pas d'accord. Dans mon carnet d'adresse Olvid, j'ai des conseils d'administration d'associations de cybersécurité, beaucoup d'auditeurs sur les référentiels de l'agence.
comme Pédis, Pris, Passy, Secnum Cloud, etc. Donc que des gens très très bien. Ok, Mathieu, Thomas, est-ce que l'un d'entre vous souhaitera apporter le mot de la fin? Ça, c'est dur, ça, comme question. Si, allez, un mot rapide. Alors, ce ne sera pas sur le vide, c'est pour vous remercier de nous avoir réinvités, mais surtout vous remercier pour 2019, parce qu'à l'époque, on avait moins d'utilisateurs, on n'était pas forcément connus, et je crois que vous êtes parmi les premiers à nous avoir donné la parole. Et ça a changé beaucoup de choses. Joseph qui nous a rejoints. C'était mérité. Voilà. Écoutez, c'est gentil de l'avoir vu et de l'avoir fait. Voilà, donc on vous est reconnaissant, on adore l'émission, et merci. Pas d'autre mot. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne continuation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.